Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présentent Louise des Ombrages, d'Yves Violier, interprétée par Caroline Maillard. Chapitre 1. Sur ses magnifiques yeux bleu foncé. C'est Yvonne Chauvergne qui a donné l'alerte. Il lui avait confié la garde du petit Marcelin, âgé de quelques semaines avant de partir à La Rochelle. Elle avait déjà eu d'autres enfants en nourrice. Elle élevait 5 petits à elle et ne savait pas quoi faire de son lait. Elle faisait du ménage et de la cuisine aux Ombrages 3 ou 4 jours par semaine et roulait leur brouette à claire-voie chargée d'une montagne de draps, torchons, serviettes, chaussettes et culottes jusqu'au lavoir de la rivière. Le père et la fille, Athanase et Louise Bernard, sont venus chez elle, les chapeaux sur la tête, la fille aussi grande que le père, en noir depuis longtemps, du haut jusqu'en bas, depuis le deuil de la mère. Louise avait épinglé au revers de sa veste la rose d'or en broche que portait autrefois cette femme. Elle avait retrouvé déjà le ventre plat qu'elle n'avait jamais vraiment perdu. Ils avaient rendez-vous chez le notaire, et il vendait quelques hectares de prairies au bord du canal du Grand Marais. L'époque était difficile. Elle l'était pour tout le monde. Il roulait Marcelin dans le landau bleu à capote qui avait servi pour Louise. Yvonne les a aidés à soulever la voiture et franchir le seuil. Elle était presque aussi large que haute, des joues rondes, un double menton et un cœur à la mesure. Ses robes et ses chemises baillaient toutes sur de grands décolletés parce qu'elle transpirait sans cesse. Elle habitait la dernière maison de l'alignement des toits de tuiles serrés les uns contre les autres à la sortie du bourg. Après, c'était la platitude des marais. Les Ombrages se dressaient à 500 mètres, sur la motte au-dessus des canaux, au bout du chemin tout droit planté de têtards entre 2 fossés. La côte montait brutale sur les derniers mètres. Le logis de pierre blanche à étages dominait, au-dessus du village, la cour fermée par le porche, encadrée des bâtiments de la grange, de l'étable et des écuries. On disait les Ombrages, mais aussi simplement le logis. Yvonne a rabattu la capote et levé le paquet emmailloté de Marcelin qui s'était mis à pleurer et battait l'air de ses bras. Il prenait le train de 9 heures. Il faisait un temps clair de début septembre avec du vent. Quelques moutons de nuages couraient dans le bleu du ciel. Une larme a perlé aux paupières de Louise quand elle s'est reculée pour suivre son père. « Ne t'inquiète pas, » a souri Yvonne, « je m'occuperai de ton papeau. » Elle serrait Marcelin sur ses grosses poitrines. « Il ne manquera pas, tu le sais, et vous ne partez que pour la journée. »« Je suis sotte, » s'est excusée Louise. Elle a rejoint son père, mais quand elle s'est retournée, ses yeux étaient mouillés, encore. « Seigneur, ma pauvre !» a murmuré Yvonne. Elle déboutonnait sa chemise pour en extraire son gros tété au globe ivoire, la peau translucide, sillonnée par une veine violette, mais, en les regardant s'éloigner, le père sévèrement voûté, sec comme un cep de vigne, la fille, une beauté, une grande bouche fière, une sensualité d'allure qui détonnait dans le pays, elle a été traversée par un doute. Les Bernard passaient pour des gens riches, ce qu'ils n'étaient plus vraiment, mais ils étaient mieux lotis que Fernand Chauvergne, le mari d'Yvonne, ouvrier agricole qui travaillait à la journée. Par la suite, elle a su qu'elle n'avait pas tort. Il y avait quelque chose. Elle a vite chassé cette impression et attribué les larmes de Louise à une sensibilité de fille gâtée, encore écorchée par les bouleversements de l'accouchement. Elle a été sûre de les avoir vus marcher vers la gare. Ils avaient annoncé leur retour par le train de 5 heures. 4 trains s'arrêtaient chaque jour à la gare du Gué, sur la ligne à double voie Luçon-La Rochelle, aller-retour, 2 le matin, 2 le soir.
Elle a entendu le sifflet du train de 5 heures. Elle les a attendus jusqu'à la demie. Ils ne sont pas venus. Elle a pensé alors qu'ils arriveraient par celui de 7 heures. À 7h30, rien. Fernand Chauvergne est rentré des champs et il a bien voulu pédaler jusqu'à la maisonnette de la gare, déserte. Le chef de gare aussi était parti. Fernand n'a trouvé qu'un tumulte de feuilles mortes sous le banc, au bord de la voie, parce que le vent avait monté avec le soir. Il était aussi maigre que sa femme était grosse et aussi petit qu'elle. C'est pourquoi, sans doute, on le voyait sans cesse sur son vélo, la lèvre fleurie par sa moustache gauloise, sifflotant comme si un oiseau se cachait dans sa gorge. Il a pédalé dans la côte des Ombrages où tout était en ordre, les portes fermées. La treille étirée tout le long du mur à partir du perron faisait à la maison comme un sourcil vert. Le vacher avait rentré les bêtes, le cheval avait du foin dans son râtelier, la lumière qui brillait à la fenêtre de l'étage l'a surpris. La nuit était là. Il a frappé la petite main de fer à boule du heurtoir. Personne n'est venu ouvrir. Il l'a dit à sa femme. « La lumière était allumée à quelle fenêtre ?» a demandé Yvonne. « Celle du milieu. Les contrevents des autres fenêtres étaient tirés en tuiles. » Yvonne a haussé les épaules. « Celle du cabinet de toilette. Ils ont oublié de l'éteindre. » Elle avait couché le petit. Elle se donnait un air de rien, mais les pleurs de Louise lui coulaient encore dans l'esprit et l'agaçaient. « Ils savent que le petit n'est pas malheureux à dormir chez nous, » a-t-elle ajouté. Les enfants d'Yvonne et Fernand étaient contents. Les filles, surtout, ont fait des guilis à Marcelin dans son landau près de leur lit avant de s'endormir. Le lendemain matin, Yvonne, un peu inquiète, a roulé la voiture du bébé sur le trottoir jusqu'à la gare, à l'autre bout du village. Le train de 9 heures s'en allait. Chius, le chef de gare, arpentait le quai, le ventre boutonné dans sa vareuse, le sifflet en collier sur la poitrine. Tout le monde connaissait ce grand matamor de la commune voisine de Chaillé. Une casquette suffit parfois, un drapeau dans la main ou un sifflet au bec pour qu'un homme s'imagine un bâton de maréchal. Elle lui a demandé s'il avait vu les Bernard descendre du train. « Non. »« Tu les as vus hier, quand ils ont pris le train de La Rochelle. Ils n'ont pas pris le train hier. Celui de 9 heures, ils allaient chez le notaire. S'ils l'avaient pris, je le saurais. » a répondu Chius sans un regard pour elle. Yvonne a poussé la voiture du bébé. Sa fille Micheline, 4 ans, l'accompagnait. « Tu vas trop vite, maman !» Elle a roulé sur les pierres du trottoir étroit du Gué des Marais sans parler à personne. Large, fendant l'air comme une étrave jusqu'à la côte des Ombrages. On la disait grasse, mais ce n'était pas de la graisse molle qu'elle avait, c'était de la viande. Fernand Chauvergne en témoignait. Le vent qui avait encore monté du sud-ouest charriait des odeurs de vase, comme souvent, après avoir couru sur les terres mouillées. Le portail du porche était ouvert, celui de la grange aussi. Yvonne a respiré, essuyé la sueur qui dégoulinait et la mouillait partout, rangé le landau et le bébé à l'ombre du porche, tiré Micheline par la main. Le vacher, Manuel, changeait la litière dans l'écurie du cheval. « Ton patron est-il là ?» « Je l'ai pas vu depuis hier. Ils sont partis à La Rochelle. » Elle a aperçu aussi la lumière au carreau de la fenêtre de l'étage. Elle a fait le tour du logis et essayé d'entrer par la porte de derrière qui était fermée, puis est retournée chez elle. Le sifflet du train de 5 heures de l'après-midi l'a prise au garde-à-vous devant la statue de la Vierge sur sa cheminée. Dans sa prière, elle se répétait qu'elle avait eu tort de s'inquiéter. Elle était folle, et ils allaient débarquer tout de suite et s'expliquer. Jamais l'omnibus ne sifflait plus d'une fois. Mais cet après-midi-là, avec ce vent de sud qui n'en finissait pas et portait loin, le sifflet du train, lui, a quand même semblé durer plus longtemps et s'élever comme un cri. Elle les a guettés. Ils ne sont pas venus. Après une demi-heure, elle a entendu du bruit. C'était son homme, son vélo, ses petits yeux marrons et sa moustache grise aux extrémités. Alors, ils se sont décidés. Tout ça n'était pas normal. Chius ne les avait pas vus, ils n'étaient pas rentrés, et cette lumière à la fenêtre du logis qui devait brûler encore. Ils ont confié Marcelin aux enfants, à Mariette,
leur grande fille de 12 ans, et sont allés chez le maire, qui a enlevé en passant le maréchal ferrant Auguste Malicorne à son enclume et lui a demandé de les suivre avec ses clés de serrurier. Le vent ronflait de plus belle dans les rames souples des frênes têtards et balayait leurs feuilles à travers les pâtures. Le maréchal a trouvé la bonne clé. Le peigne a claqué dans la serrure de la porte d'entrée à 2 vantaux qui ne s'est pas ouverte. La targette était tirée à l'intérieur. Ils ont fait le tour du logis. Le verrou était mis aussi à la porte de derrière. La maison était barricadée du dedans. Ils ont appelé, tambouriné, demandé s'il y avait du monde, et ils n'osaient pas entrer de force. Le vent soufflait sur la motte, la girouette ferraillait sur les tuiles, et puis le maire a commandé à Malicorne d'utiliser son pied de biche.